Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, c'est La Bague hantée qui nous rassemble, l'auteur Christian Yao, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Mais évidemment, quant à nous, vous le savez, nous sommes toujours à l'université Félix Houphouët-Boigny, à la bibliothèque centrale. Cher auteur, venez, merci de nous rejoindre. Prenez place, je vous prie. La Bague hantée, c'est donc un recueil de nouvelles et vous êtes à votre 6e œuvre. Oui. La Bague hantée, donc, c'est le titre de la nouvelle, d'une nouvelle qui se trouve dans cette œuvre. Alors, oui. Pourquoi déjà avoir choisi le style de faire de cette œuvre-là un recueil de nouvelles? Pourquoi? Un recueil de nouvelles, ce qui me permettra dans cette œuvre d'aborder plusieurs thématiques à la fois, en l'occurrence la sorcellerie, la cupidité et plusieurs autres thématiques qui minent notre société. Alors, vous savez que lorsque quelqu'un parle, ses premiers mots ou les premières phrases donnent un peu montrent un peu le caractère de cette personne-là. Oui. Quand vous avez commencé à décrypter votre pourquoi donc un recueil, vous avez automatiquement commencé par cette thématique que vous abordez dans pratiquement, j'allais dire, 2-3 nouvelles. Oui, 3 nouvelles, exactement. Vous avez parlé de la sorcellerie. Oui. Ça vous marque autant que vous en fassiez 3 nouvelles dans cette œuvre? Ça vous a marqué? Ça vous marque? Oui, ça m'a marqué, ça me marque. Je ne sais pas si ça va encore me marquer. Mais j'espère pas. Oui, moi aussi, je n'espère pas. J'en parle parce que on n'a vraiment pas souvent de preuves matérielles pour prouver la sorcellerie. Pourtant, c'est une réalité qui vit en Afrique, et je dirais même que l'héritage culturel que les Africains ont jalousement gardé après le passage de la colonisation. Et donc, j'en parle pour décrier, dénoncer et aussi essayer de penser. Ça n'existait pas avant le passage de la colonisation? Ça existait, tout comme d'autres réalités culturelles que la colonisation a emportées, mais seulement les racines de la sorcellerie ont été maintenues intactes. D'accord. Donc, il faut que j'en parle. La Bague hantée. Alors, c'est l'histoire donc d'un monsieur qui a son épouse et puis, malheureusement, celle-ci décède. Elle décède suite à un accident, la circulation. Et je ne sais pas si c'est par amour, mais pendant l'inhumation, il a gardé sur lui la bague de sa défunte épouse. Alors, c'est une histoire vraie ou ce sont des faits que vous avez juste créés comme ça? Bon, c'est une histoire vraie qui m'a été racontée par l'épouse d'un collègue et je l'ai juste, en tant qu'écrivain, maquillée un peu. Habillée un peu. Voilà, habillée un peu. Donc, revenons au texte. Donc, la femme décède, malheureusement dans un accident. Oui. Et l'époux décide de garder l'alliance de cette dernière, de la défunte. Peut-être par amour, peut-être par chagrin, je ne sais vraiment pas trop, mais il a quand même gardé la bague. Quand les faits vous étaient rapportés par celle qui a véritablement vécu cette histoire, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, elle n'a pas précisé vraiment tout ça. Et à moi, l'écrivain, de voir, de trouver ce qui est mieux à dire pour accrocher peut-être le lecteur. Alors donc, quelques temps après, il rencontre une autre dame. Voilà. Il décide de repartir dans les liens du mariage. Du mariage. Et il lui donne la bague de la défunte. Effectivement, il reconduit la bague de la défunte. Mariage grandiose, tout s'est bien déroulé. Elle a même fait envier les jeunes femmes célibataires de la cérémonie. Et à peine elle met les pieds dans le foyer conjugal que son malheur commence. Des crises démentielles à n'en point finir. Vraiment, M. Paul Mossy, l'époux, ne savait plus à quel sein se fouer. Et on s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que vous voulez nous faire dire que, mesdemoiselles, si quelqu'un désire vous épouser,
S'il vous dit, écoute chérie, j'ai acheté les alliances, vérifiez bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il faut vraiment vérifier que ce n'est pas la bague de la trépassée. Peut-être que le monsieur, dans le passé, a eu une épouse qui, malheureusement, a perdu la vie. Et il faut vraiment vérifier parce que, tôt ou tard, elle reviendra. Vous voyez, les femmes ont vraiment un faible pour les bagues. Surtout, moi, personnellement, je l'ai remarqué dans les mariages. Et lorsqu'elle pose son doigt comme ça, qu'elle regarde sa bague, elle est vraiment, voilà. Et subitement, elle décède suite à un accident. J'aurais peut-être souhaité que M. Paul Mossy inhume sa femme avec sa bague. C'était quand même le minimum. Donc, on assiste à des crises. À des crises démentielles qui vraiment étouffaient la jeune femme. Elle comme je le disais tout à l'heure, M. Paul Mossy ne savait plus à quel saint se vouer. Il a parcouru toutes les officines médicales à la recherche du remède miracle. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé. Il se réfère donc à un homme de Dieu pour venir consulter sur le plan spirituel pour voir la racine du mal. Et après consultation, on se rend compte que... Oui, après consultation, mais je vous avoue que l'homme de Dieu lui-même n'a pas vraiment détecté le mal, mais c'est à travers ses visions que Paul Mossy établit un rapport déterministe entre les deux images que l'homme de Dieu voit en songe. La nouvelle épouse a été libérée, mais comment? Ça, vous allez le découvrir. Peut-être que des personnes se sentent concernées par l'histoire que vous racontez. Mais que devons-nous retenir de cette histoire? Monsieur Paul commet une grosse erreur, peut-être par inattention. Voilà. Et donc, on ne peut pas rebâtir le présent avec les arcanes du passé. C'est ce que vous voulez nous faire dire? Oui, en quelque sorte. Mais il nous faut quand même le passé. Voilà, il nous faut quand même le passé pour mieux nous projeter dans l'avenir. Tout à fait. Et donc, nous, on se sert des erreurs de M. Paul Mossy, des erreurs commises dans le passé pour mieux entrevoir l'avenir. Et donc, je veux dire que c'est une erreur qu'il commet. Mais heureusement qu'il prend conscience de son erreur. Et retire la bague à sa nouvelle femme. Et le conçoit une nouvelle. La nouvelle femme retrouve la plénitude de sa tranquillité physique, psychologique et morale. Elle ne savait même pas ce qui s'était passé en réalité. D'accord. Parlons maintenant du mauvais gène. Oui. De cette nouvelle, le mauvais gène. Alors, docteur Mizana, c'est votre... Là, ce sont des faits réels ou c'est vous? Oh oui, c'est une pure imagination. Elle est fertile, votre imagination. Une pure imagination. Alors, docteur Mizana, donc un médecin généticien qui va... Enfin, comme on dit, un malin et demi, j'allais pouvoir peut-être le dire ainsi. Oui. Ou je me trompe? Oh, bon, je vous laisse apprécier, mais personnellement, je pense qu'il est allé un peu trop fort. Il crée un gène? Oui, il crée un gène pour combattre le mal qui lance l'opprobre sur la famille. Les hommes dont les cheveux deviennent totalement blancs à moins de 20 ans et les femmes qui atteignent l'âge de la ménopause précocement. Très jeune, Et donc, lui, en tant que généticien... Il avait quand même de belles idées, un bon fond, quand même. Oui, il a trouvé rapidement une solution en aval pour les femmes de sa famille à travers les PMA, la procréation médicalement assistée. Voilà. Pour les femmes qui étaient déjà ménopausées, il faut le dire que la science réussit ses exploits aujourd'hui à faire des mères heureuses suite à des ménopauses précoces. Et donc, il réussit ça. Et il veut donc relever le défi maintenant qui concerne les hommes. Et il se rend compte en tant que généticien que c'est un gène qui cause ce mal. Et la manipulation a été vraiment très mal faite. Alors, pourquoi est-ce que vous faites souffrir votre personnage principal comme ça? Partons de la base d'aider l'humanité. Oui. D'aider l'humanité, d'avoir un impact sur l'humanité, d'ajouter quelque chose au monde. Oui. Vous l'invalidez enfin. Oui, je l'invalide. C'est pas très encourageant. Oui, c'est vrai, j'ai mes raisons. Parce que, comme Rabelais l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, aujourd'hui, les sciences biomédicales vont un peu trop loin, au point même de dénaturer l'être humain. On se pose même la question finalement, qui est le propriétaire de l'homme? Est-ce Dieu ou l'homme lui-même, la fabrique de l'homme, à travers la manipulation des gènes? Donc, on peut trouver... Je veux dire, lui, son objectif premier, ce n'était pas détruire, c'était aider.
Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous le rendez comme ça, enfin, un invalide? Mais c'est pour dire que la médecine biomédicale doit quand même avoir des limites. Des limites. Et une éthique. Voilà, une éthique. Et aujourd'hui, ces grands généticiens-là qui sont cachés dans les laboratoires transgressent ces lois éthiques pour aller au-delà de ce que l'on peut penser, c'est-à-dire tenter de tuer la mort de la mort. Et donc, je maltraite mon personnage pour interpeller. Voilà. Et après, donc, ces deux nouvelles, on va s'attarder un peu sur Crash à Baïdougou. Oui. Il faut dire que Crash à Baïdougou, c'est la première nouvelle que vous avez après avoir dépassé le sommaire. Mais Crash à Baïdougou, c'est vraiment l'une des scènes qui se passe le plus couramment sous nos tropiques. C'est ça. Question de sorcellerie. Voilà, et tout à l'heure, j'en parlais. Et un étudiant brillant qui vient en vacances chez sa mère et qui se fait attaquer mystiquement, il perd la vie. Et donc, évidemment, ça intrigue. Effectivement. Il avait un avenir excellent, brillant, une destinée, voilà. Et donc, par jalousie, ils arrachent la vie à ce jeune homme qui était promu à un grand avenir. Et sa mère, en blague, qui était elle aussi sorcière, mais sorcière positive, hein, qui vit... Ah bon, il y a de la sorcellerie positive quand même. Les médecins traditionnels utilisent ces voies mystiques-là pour soigner. Je dis ça pour anoblir un peu, donc sinon des mystiques. Donc pour vous, la sorcellerie positive serait celle-là qui permet à quelqu'un, bon, tu as peut-être un paludisme, voici les plantes qu'il faut. Pour vous, ça, c'est de la sorcellerie positive. Oh oui, mais pas le paludisme. Pour le paludisme, non, c'est aller dans votre sens de médecin traditionnel. Oh oui, pour des questions d'envoûtement, est-ce qu'il faut même les appeler médecins? Personnellement, la médecine, moi, je les appelle ça prend à l'école, voilà, il y a un diplôme et tout. Oui. On a des guérisseurs, c'est ça? On a vraiment trop fait du tout réduit à la rationalité. Hein? Enfin, d'accord. On va faire entrer le docteur Jay, qui, assurément, lui, a un autre regard. Hein? Alors, docteur, bienvenue. Nous avons affaire à notre ami. Monsieur Christian Yao. Bien sûr, Christian Yao, comme par hasard. Tout est Christ sur le plateau. Exactement, pour contrer un peu les œuvres de la sorcellerie. OK, alors, docteur, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue sur cette œuvre-là et les nouvelles qui y sont. Alors, merci beaucoup, Christelle. Je commencerai déjà par saluer M. Christian Yao pour le beau petit livre qu'il nous offre à lire. Alors, je rappelle que c'est un recueil de nouvelles avec 9 nouvelles à l'intérieur. Et l'une des nouvelles, notamment La bague hantée, donne son titre à l'ensemble. À l'ensemble. Tout de suite, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que vous êtes dans l'écriture de l'insolite? Tout est insolite dans le texte. Oui. L'insolite, pour marquer moi-même ma personnalité, parce qu'il faut sortir des sentiers battus, il faut créer de l'originalité et porter une identité à travers cette insolite, sa personnalité. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous êtes aussi attiré par l'idée de mort en même temps? Quand même, hein? Oui, il y a un attrait de la mort qui est permanent dans l'œuvre. Oui, c'est aussi une réalité. Hein. Nous vivons avec la réalité de la mort parfois. On refuse d'en parler parce qu'on a peur, mais elle nous rejoint toujours. Oui, donc moi, j'en parle avec beaucoup d'aisance parce que je n'ai pas peur de la mort. Vous êtes prêt à mourir, là? Oh oui, si, non, pas là, ici, pas maintenant. Là, pas sur le ici, plateau, sur quand même. Bon, voilà. D'accord. Alors, on va essayer de décortiquer cette nouvelle en commençant par l'une d'elles, le mauvais gène. Oui. Alors, dans le mauvais gène, vous nous faites découvrir un médecin qui s'attaque à un mal. Exactement. Et vous le faites mourir par ce mal. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes si pessimiste dans la guérison du mal? Dans ce négatif, il y a un positif qui tend, pour moi, à sauver l'humanité. Aujourd'hui, les sciences biomédicales vont jusqu'à porter atteinte à l'identité de l'homme, qui est le gène. Et cette identité, c'est la propriété de Dieu. Aujourd'hui, si je fais un enfant qui me ressemble, c'est grâce à ce gène. Et aujourd'hui, on va manipuler ces gènes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire quelques confusions entre le fait de cloner des humains, c'est-à-dire qu'il y a une pratique qui n'a pas pour objectif de guérir, mais de vivre, n'est-ce pas, de la reproduction à l'infini. Comme à l'usine. Comme à l'usine, n'est-ce pas, d'avoir une même personne qui revit plusieurs fois jusqu'à l'immortalité.
et la nécessité de guérir un mal que vous avez identifié. Belle intention. C'est cela même que je dénonce, l'envie pour les médecins aujourd'hui de cloner, c'est-à-dire la reproduction. Voilà, est-ce que lui il est en train de cloner? Non, non. Il guérit deux maux. Oui. Le premier est un mal, c'est l'infécondité des femmes. Oui. Il le guérit, Dieu merci. Oui. Donc là, et maintenant, lorsqu'il guérit les hommes, vous le faites tuer par ce mal. Est-ce que vous êtes un féministe? Non, non, pas du tout. docteur. Pas du tout. Bon, moi, j'aime la femme en généralité parce que la femme est porteuse de vie. C'est ça. Donc, porter atteinte à l'intégrité tuez l'espoir d'une des femme. hommes ici, en fait. Je ne tue pas l'espoir des hommes parce que... Peut-être de manière un peu inconsciente, vous le Non, faites. pas du tout. Il est très Parce que conscient. le mal des hommes se trouve sur les gènes. Ce qui est différent chez les femmes. Chez les femmes, par les PMA, procréation médicalement assistée. Alors, justement, j'ai l'impression que vous faites une sorte de controverse avec vous-même. Vous dites que la médecine va un peu trop loin. Oui. Vous cautionnez la procréation médicalement assistée. Oui. Et vous tuez la nécessité, n'est-ce pas, de tuer un gène. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec ce que vous dites? Non, je ne suis pas en contradiction parce que je disais tout à Est-ce que l'heure la procréation médicalement assistée est naturelle? on s'inspire des lois de la nature pour construire les PMA, la procréation médicalement assistée. Est-ce qu'on ne s'inscrit pas non plus de ce que Dieu a fait pour guérir? En prenant donc... Si vous êtes chrétien, Jésus a guéri. Oui, bien sûr. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui dans les sciences biomédicales on crée la bioéthique, par exemple? C'est parce que les hommes vont un peu trop loin. Ici touche la bioéthique. Merci, docteur. C'est la question que j'allais poser. Ce n'est pas de ça que vous parlez. Est-ce que vous en êtes à ce point, à ce niveau, lorsqu'on guérit un gène, lorsqu'on règle un problème? Parce que le clonage ne règle pas un problème. Oui. Ça règle un problème qui défie le temps. Ici, le gène règle un problème qui défie, n'est-ce pas, la personne maintenant. Non, en réalité, lorsqu'on manipule le gène, on ne guérit pas, on déplace les problèmes, c'est tout. La preuve, il a déplacé et il a subi. Bon, avançons. Voilà. Je souhaiterais qu'on s'interroge à 20 ans de prison ferme. Oui. Qui est une histoire qui m'allait assez particulière, dans le sens que un violeur repenti est tout de même condamné. Oui, mais n'oublions pas quand même qu'il a posé un acte aussi crapuleux que le meurtre. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aime les femmes parce qu'elles sont porteuses de vie. Et porter atteinte sexuellement à l'intégrité d'une femme sans son consentement, c'est porter atteinte à l'ordre de l'univers. Et donc, la repentance n'exclut pas le châtiment. Alors, justement, ici, Fanta finit par pardonner. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne privilégiez pas la justice, j'ai envie de dire, de médiation ici? Non, je pense que la justice sociale va au-delà des sentiments. C'est ça? Voilà, vous tuez et puis vous venez vous asseoir, vous dites que... C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est quoi? C'est la justice judiciaire rude, quelquefois dure, ou bien le fait qu'il y ait des conciliations entre les hommes? En fait, il n'y a pas d'idéal. Parce qu'on crée aujourd'hui des médiations en plus. Moi, j'ai choisi ce qui est mieux. Sinon, l'idéal, je pense qu'on n'en trouvera pas. Qu'est-ce qui est mieux? Peut-être que la loi divine, ce qui est mieux, c'est de sanctionner celui qui pose cet acte crapuleux. Est-ce que l'idéal, c'est pas que la personne s'auto-sanctionne? Est-ce que la personne ne s'est pas auto-sanctionnée? Oui, mais ce n'est pas suffisant parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une conscience. Et cette conscience te fait dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. D'accord. Cette conscience nous gronde toujours. S'il y a une prise de conscience après coup, est-ce que ce n'est pas l'idéal? Le fait que l'homme se rétracte, et reconnaisse et se fasse pardonner, au point que la personne qui le convoque finit, n'est-ce pas, par s'attrister. Oui, c'est bon, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même sanctionner. Il faut quand même sanctionner, sinon la loi n'aura plus de sens dans nos sociétés. À propos des sanctions, justement, dans la société traditionnelle, grâce à Baïdougou, vous faites tuer une femme innocemment et vous ne sanctionnez pas le criminel. Oui, je fais tuer cette femme tout simplement parce que c'est une réalité qui existe partout. Mais justement, ici, il n'y a pas de sanctions. Mais là, dans les sociétés traditionnelles, vous voyez l'analphabétisme. Ok, il est connu, tout le monde le voit, il n'y a rien du tout. Rien. C'est ce que je veux dire. Nous sommes dans une Afrique où les sociétés traditionnelles sont fortement analphabètes. D'accord. Voilà, à plus de, je ne sais pas combien de pourcentage, mais c'est vraiment développé. Et donc, lorsque on accuse quelqu'un de sorcellerie et qu'il y a des châtiments pareils, bon, ça se limite là. Parfois même, on va à la justice et puis on les libère. On a vu des cas comme ça.
Et c'est des réalités qui sont un peu partout hein, dans notre Afrique traditionnelle. Vous traversez l'affaire de manière banale. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de s'arrêter sur cet aspect de notre tradition pour en parler à fond? J'avais le même ressenti exactement. Je trouve que c'est passé trop vite. C'est passé trop vite, quelqu'un tue en public une personne et puis bon, voilà, et le village ne s'en émeut pas. Voilà, on ne s'en émeut pas. Parce que c'est simplement un analphabète, docteur. Oui, parce que ça tient. Est-ce que ça tient? La femme est accusée de sorcellerie. Très bien, ça c'est un fait. Parce qu'on fait venir un féticheur en qui tout le village a confiance et qui a fait des preuves. Et ce dernier dit que c'est elle qui l'a tué. Voilà. Et donc on la tue impunément, sans remords, sans état d'âme. Mais il me semble ici que vous privilégiez l'individu, un acte individuel, parce que la communauté aurait pu quand même convenir d'un châtiment collectif, alors qu'ici c'est un héros solitaire, quelquefois j'ai envie de dire, qui est tout à fait embrouillé, qui de manière individuelle décide de faire du châtiment de toute la femme, même si on l'a condamné. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit on apprécie mieux les vitraux de la cathédrale quand on les regarde de l'intérieur. C'est ça? Exactement. Il faut parfois être face à ces réalités pour comprendre la réaction des gens. Voilà. Et parfois, on ne sait même pas par quelle magie, par quelle force, une force venue peut-être de Jupiter, vous pousse et puis vous posez l'acte. Mais ici, justement, vous ne faites pas réagir les gens. Oui, c'est ce qui se passe dans nos villages. Parce qu'ils accusent tous la dame. Sous les faits sous les dires de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la justice, quand même, essaie de juger des sorciers. Hein. Donc, on aurait pu l'envoyer carrément dans un commissariat ou bien en ville. Oui, mais bon, je ne sais pas s'il y a des lois dans le code pénal, code pénal en rapport avec la sorcellerie, parce que des faits immatériels, la justice est rationaliste. Hein. D'accord. Et il nous reste une minute, docteur. Alors, on aurait donc voulu aborder la folie politicienne qui oppose deux frères de même sang. Mais il faut en donner juste le suspense aux téléspectateurs. Exactement. Et dire que La Bague hantée est un petit cocktail de beaux récits. Facile à lire, fluide. Facile à lire avec une belle police d'écriture. Avec une bonne police d'écriture et surtout des histoires assez originales, un traitement qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. À lire absolument. Ça c'est clair et on vous le conseille à profusion, c'est-à-dire à lire jusqu'à overdose. C'est ça. À lire et à relire. On se pose des questions sur notre Afrique, on réfléchit sur notre entourage, on réfléchit sur les cadeaux qu'on reçoit. On réfléchit sur pas mal de choses en lisant ce livre-là et on vous le conseille. Le docteur et moi, avec vraiment la plus grande passion. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être venu, Christian Yao. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci. Certaines personnes diraient que si vous voulez cacher des informations aux Africains, posez-les dans les livres. Nous sommes très heureux de voir qu'entre les lignes, essaie de faire mentir, se dire. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Bonsoir.